Je cumulais 3 boulots pour survivre, jusqu'à ce que ma grand-mère me demande si je profitais bien des 9 000 € par mois. C'était ma sœur qui vivait richement avec cet argent. Folle de rage. Bonjour, je m'appelle Céline. J'enchaînais 3 boulots chaque jour, chaque heure, pensant que j'étais simplement malchanceuse, pauvre, invisible. Mais un soir, au dîner, ma grand-mère m'a souri et m'a dit « J'espère que tu profites bien des 9 000 € par mois. » 9 000. C'est là que j'ai appris que ma sœur menait la grande vie avec l'argent qui m'était destiné. Le pire, c'est que ma mère le savait. Ils le savaient tous. Ils m'ont laissé m'épuiser au travail pendant qu'ils se passaient mon nom comme si c'était un cadeau. Quel genre de famille fait ça? Et si ce n'était que le début, vous vous demandez peut-être jusqu'où sont-ils allés? Moi aussi. J'avais déjà 2 minutes de retard quand je suis entré dans la longue allée de gravier du domaine de grand-mère Athalie, les pneus crissant sous le poids de ma fatigue. La maison se dressait comme elle l'avait toujours fait, majestueuse et imperturbable, ses colonnes blanches encadrées par la douce lumière du printemps de Gironde, drapées de lierre grimpant et de générations d'attente. Mes vêtements sentaient légèrement le café et le produit de nettoyage, un mélange de mes 2 petits boulots qui me laissaient à peine de quoi joindre les 2 bouts. J'avais travaillé 14 heures d'affilée ce jour-là, à peine assez de temps pour changer de chaussures, et encore moins pour passer de l'identité de travailleuse invisible à celle de quelqu'un digne d'une invitation. J'ai ajusté mon gilet dans le rétroviseur de la voiture, lissé mes cheveux crépus, et je me suis fait le genre de discours d'encouragement que seule une fille sans pouvoir peut se faire. Fais profil bas. Souris quand ça fait mal. Ne te ridiculise pas. Je suis sorti, serrant la bouteille de vin de Monoprix comme si elle pouvait m'acheter de la crédibilité. À l'intérieur, l'air sentait le romarin, l'huile essentielle de citron et le vieil argent. La famille bourdonnait comme des abeilles autour de la salle à manger éclairée par un lustre. Il y avait de l'argenterie polie, la porcelaine vintage d'Athalie, et tout le monde était habillé comme si quelqu'un était sur le point de faire une demande en mariage ou une confession. Je suis entré sans que personne ne me remarque. Personne ne s'est arrêté, pas même ma mère. Ils étaient tous trop occupés à écouter Héloïse charmer tante Marie à propos d'une installation artistique qu'elle avait organisée. Héloïse a toujours su comment remplir une pièce. Sa voix était vive, son rire bien synchronisé, ses mots sur mesure. Elle portait une robe en soie beige, du genre qui murmure au lieu de coller, et un bracelet de perles qui ressemblait étrangement à celui que grand-mère m'avait promis pour ma remise de diplôme. Mais c'était un souvenir que j'avais appris depuis longtemps à archiver. Je me suis glissé sur ma chaise. Il n'y avait pas de carton avec mon nom dessus. Juste une serviette pliée trop proprement à côté d'un couteau à beurre. Je me suis assise tranquillement, les yeux cherchant quelque chose de familier, quelque chose qui me donnait l'impression de m'appartenir encore. Le repas a commencé comme tous les autres dîners de famille. Des conversations sur l'immobilier, de la politique chuchotée en code, et des compliments passés comme du sel. J'hochais la tête quand on s'adressait à moi, je riais poliment quand on s'y attendait. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail. Personne ne le faisait jamais. À mi-chemin du dessert, tarte tatin et tisane à la verveine, grand-mère Athalie se leva avec une grâce lente et digne. Elle tapa doucement sa cuillère contre son verre en cristal. La pièce se tut comme des écoliers obéissants. Je veux juste dire, commença-t-elle, ses yeux balayant la longue table. Combien je suis fier de mes petites filles. Héloïse, ton exposition à Bordeaux était magnifique. Ton don pour le design est tout simplement remarquable. Héloïse pencha la tête, un sourire faussement humble en place. Et Céline, dit grand-mère en se tournant vers moi, la voix mielleuse. Je suis si heureuse de savoir que les virements mensuels ont facilité ta vie. 9 000 € par mois, c'est une bénédiction que j'étais heureuse de partager. Tu mérites le confort. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. 9 000? Quoi? J'ai cligné des yeux, puis encore. J'avais sûrement mal entendu. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Héloïse a incliné son verre de vin avec un sourire si léger que seul moi pouvais le voir. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. J'ai forcé un hochement de tête, dégluti difficilement et marmonné, « Merci, grand-mère ». Ma voix tenait à peine. Je me suis excusé quelques instants plus tard, murmurant quelque chose sur le besoin de prendre l'air. Personne ne m'a arrêté. Dehors, sur la terrasse, je me suis assise sur le bord d'un banc en bois, sortant mon téléphone de mon sac avec des mains tremblantes.
Mes doigts se sont déplacés avec une précision mécanique, ouvrant mon application bancaire, faisant défiler l'historique des transactions, vérifiant les numéros de compte, rien. Pas de dépôt, pas de traces, pas d'Atali Moreau ou de fiducie familiale ou de virement mensuel. Juste des fiches de paie du café, de la bibliothèque, du boulot de nettoyage de nuit, et des retraits de loyer, des factures de services publics, des frais de découvert. Quelques années auparavant, il y avait eu des alertes étranges sur mon compte. De petits retraits dont je ne me souvenais pas, mais j'avais mis ça sur le compte de l'oubli, le brouillard du travail multiple, la jonglerie constante avec la fatigue. Maintenant, mon compte montrait une série de dépôts, mais pas entre mes mains. Des virements sous mon nom, acheminés vers un numéro de compte chèque inconnu. Le bénéficiaire n'était pas moi, mais le nom sur le profil disait toujours Céline Quentin. Je me suis rassise, le téléphone lourd sur mes genoux, le souffle coincé entre la fureur et l'effondrement. Derrière moi, des rires provenaient de la salle à manger. J'imaginais Héloïse sirotant du vin, racontant une histoire embellie pendant que notre mère hochait la tête comme si c'était l'évangile. Et moi? J'avais passé les 5 dernières années à récurer des sols, à sauter des repas, à réutiliser les mêmes chaussures usées jusqu'à ce que les semelles cèdent. J'avais 3 boulots pour survivre. Et d'une manière ou d'une autre, ils m'avaient fait passer pour une ingrate pour des bénédictions que je n'avais même jamais touchées. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent, ils avaient volé l'histoire. L'histoire d'une femme travailleuse qui n'a jamais demandé grand-chose, qu'il peignait maintenant comme gâtée mais distante, trop fière pour remercier ceux qui lui avaient tout donné. J'ai regardé la pelouse, les haies bien taillées en forme qui me rappelaient ce que j'étais censé être. Silencieuse, façonnée, taillée pour m'adapter. Plus maintenant. J'ai serré le téléphone plus fort. Mon pouls était stable maintenant, froid, concentré. Elle menait la grande vie en mon nom. Mon silence lui avait payé de la soie. Ce serait la dernière chose qu'il financerait. Le sommeil n'a pas duré. Je suis resté allongé dans mon lit avec mes chaussures encore aux pieds, le ventilateur de plafond bourdonnant à un rythme qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un réconfort. Vers 3 heures du matin, je me suis décollé du canapé pour aller au lit. Mais mes pensées n'ont jamais ralenti assez longtemps pour se reposer. Quand la lumière du soleil s'est enfin glissée à travers les fines lattes de mon studio, mon corps était endolori comme si j'avais passé la nuit à combattre un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai de nouveau ouvert l'application bancaire, juste pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Peut-être que j'avais manqué quelque chose. Peut-être que grand-mère voulait dire un autre type de virement. Peut-être. Non, c'était bien là. Mon nom attaché à transaction après transaction. Des dépôts qui ne m'atteignaient jamais. Acheminé vers un compte que je ne reconnaissais pas mais étiqueté comme Céline Q. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille. Mes mains me démangeaient de trouver des réponses. Pas des théories, des faits. À 8h30, j'étais habillé d'un jean et d'une simple chemise bleu marine, debout devant le miroir de ma salle de bain. Mon reflet ressemblait à quelqu'un qui avait survécu, pas vécu. Je n'étais pas maquillé, juste habité par la conviction. J'ai quitté mon appartement, sauté le petit déjeuner et conduit jusqu'au centre-ville. C'était un vendredi matin à Bordeaux, le genre de journée où les azalées fleurissaient comme des confettis le long des trottoirs, et l'air sentait légèrement les agrumes et la vieille brique. Le contraste entre le calme de la ville et mon tumulte intérieur était insupportable. Je me suis garé devant la Banque du Patrimoine. Les portes vitrées du bâtiment reflétaient une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Fatigué, les épaules carrées, la mâchoire serrée de détermination. La réceptionniste m'a salué poliment, puis m'a demandé d'attendre. J'ai tapoté mes doigts sur la coudoir du fauteuil en cuir, comptant les battements de mon cœur jusqu'à ce qu'une femme dans la cinquantaine s'avance. Elle portait un blazer bordeaux et se déplaçait comme quelqu'un qui avait vu trop de gens s'effondrer dans son bureau. Son badge indiquait Marjorie Claire. « Mademoiselle Quentin », dit-elle. Je me suis levé et l'ai suivie dans un bureau privé. Ça sentait légèrement le tonneur d'imprimante et les décisions silencieuses. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai besoin de voir mon historique de transactions, y compris toutes les autorisations d'accès de tiers. Je crois que quelqu'un a utilisé mon nom, mes comptes. » Marjorie pencha la tête, tapant rapidement. Tirons tout. Autorisation complète, acheminement des comptes, appareil lié. Vous êtes la titulaire principale du dossier. Oui. Oui, je devrais l'être. En quelques secondes, l'écran a montré mon nom.
Sauf que ce n'était plus seulement le mien. Marjorie plissa les yeux. Il y a un email ici qui n'est pas standard. Il se termine par galerie.co. Est-ce le vôtre? J'ai secoué la tête. Mon estomac s'est noué. Il y a aussi un numéro de téléphone qui ne correspond pas à ce que nous avons dans nos dossiers pour vous, a-t-elle poursuivi en fronçant les sourcils. L'adresse postale est différente aussi. Bordeaux. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti au début. Je n'ai jamais vécu à Bordeaux. C'est la ville de ma sœur. Marjorie s'est tournée complètement vers moi. Reconnaissez-vous cette signature? Elle a fait glisser un PDF imprimé sur le bureau. C'était un formulaire de procuration. Mon nom était tapé en bas et une signature qui imitait la mienne, mais qui semblait légèrement trop parfaite. Ce n'est pas mon écriture, ai-je dit doucement. Elle a tapoté son stylo contre le bureau, a expiré lentement. Ce formulaire a été soumis en 2021. Il donnait le contrôle total au compte avec cet email et ce numéro alternatif. La personne qui l'a soumis a eu accès depuis lors. Est-ce même légal? Seulement si cela a été signé en connaissance de cause. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai demandé des copies de tout, imprimées et numériques. Marjorie a obtempéré sans hésitation, m'offrant un hochement de tête compatissant que je n'étais pas prête à recevoir. Dehors, dans ma voiture, moteur tournant, je suis restée assise, les papiers sur mes genoux, les questions dans ma gorge. J'ai feuilleté les relevés. Des milliers d'euros dépensés dans des boutiques de luxe, des dons mensuels à une fondation artistique dont je n'avais jamais entendu parler, un leasing pour un SUV de luxe, tout sous mon nom, même l'hypothèque d'un appartement en centre-ville à Bordeaux. L'appartement d'Héloïse. Elle n'avait pas seulement pioché dans mon identité. Elle y avait planté tout son style de vie. J'ai pensé à la fois où je lui avais demandé de se porter garante pour un petit prêt, juste 1200 € pour couvrir une caution quand j'ai emménagé dans mon logement actuel. Elle avait ri et dit, « Tu dois être plus responsable, Céline. » C'était il y a 2 ans. J'ai commencé à conduire, mais pas vers la maison. Je ne savais pas où j'allais jusqu'à ce que je me retrouve à quelques rues des quais de la Garonne, où les touristes envahissaient les cafés et les boutiques de souvenirs. Je me suis garé derrière un Monoprix et j'ai erré sur le trottoir comme un fantôme dans ma propre peau. C'est là que je l'ai vue. Héloïse sortant d'un salon de coiffure avec des lunettes de soleil perchées sur sa tête, le téléphone coincé entre son oreille et son épaule, riant comme si elle n'avait rien à cacher. Elle portait des talons que je ne pouvais pas me permettre, et un trench coat couleur camel qui semblait tout droit sorti d'une publicité de mode, et garé au bord du trottoir à côté d'elle, en mon nom, mon fardeau, un SUV de luxe noir avec des plaques d'immatriculation personnalisées. Elle ne m'a jamais vu, et je ne l'ai pas approchée. Pas encore. Je l'ai observée pendant exactement 10 secondes et c'est tout ce dont j'avais besoin. Pas pour rassembler plus de preuves, pas pour crier en public. J'avais besoin de me souvenir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu ou une querelle de famille. C'était un vol habillé de perles. Une trahison exécutée par des papiers. Je me suis détourné avant qu'elle ne puisse me repérer et je suis retourné à ma voiture. J'avais un dossier plein de preuves, un nom imprégné du parfum de quelqu'un d'autre, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un plan. Et au moment où je suis rentré à mon appartement, le soleil penchait déjà vers la fin de l'après-midi. Je n'avais pas mangé, mais ce n'était pas la faim qui me rongeait. Je me tenais au comptoir de la cuisine, les mains à plat sur la surface stratifiée fraîche, rejouant le rire d'Héloïse, sa voiture, l'expression de son visage comme si le monde lui appartenait et lui avait toujours appartenu. J'avais à peine changé de jean que je me suis retrouvé à attraper de nouveau mes clés. Je n'ai pas envoyé de texto, je n'ai pas appelé, j'ai juste conduit. La route vers la maison de mes parents n'avait pas changé. Les mêmes chaînes se courbant au-dessus de la route comme un souvenir essayant de s'accrocher. La maison de la famille Lemoine était nichée dans une impasse tranquille de sécurité beige et de pelouse soigneusement entretenue. Elle avait exactement la même apparence que toujours, sauf que maintenant, elle ressemblait à une scène où j'étais sur le point de confronter tout un acte construit sans moi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai remonté le chemin avec une assurance qui m'a même surprise. La porte était légèrement entr'ouverte. J'ai frappé une fois et je suis entré. « Maman » ai-je appelé. À l'intérieur, l'odeur de nettoyant au citron et de bougies à la vanille m'a immédiatement frappé. Mon père était assis sur le canapé, un magazine de jardinage ouvert sur ses genoux. Il a levé les yeux, surpris mais pas étonné.
Céline, a-t-il dit en se levant déjà. Tu veux un café? Non, merci, ai-je dit, ma voix plus sèche que prévu. Il a hoché la tête maladroitement et s'est dirigé vers la cuisine. Maman est apparue à l'embrasure de la porte de la salle à manger, s'essuyant les mains sur une serviette en lin. Elle ne m'a pas salué, elle est juste restée là, les yeux légèrement plissés comme si elle savait déjà que ce n'était pas une visite de courtoisie. J'ai besoin de vous parler, ai-je dit en entrant, refermant la porte derrière moi. À propos de quoi, a-t-elle demandé, le ton neutre. L'argent, les comptes, ce que grand-mère a dit hier soir. Je me suis approché, j'ai sorti les documents imprimés pliés de mon sac et je les ai posés sur la console près de l'entrée. Ceci montre des virements à mon nom. Pas à moi, au compte d'Héloïse, une procuration avec ma signature falsifiée liée à son téléphone, son adresse. Maman n'a pas bougé. Elle a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi. Je sais, dit-elle simplement. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Tu quoi? Elle me l'a dit, a poursuivi maman, la voix calme comme si elle expliquait une liste de courses. Héloïse est intervenue parce que tu n'étais pas capable de gérer quoi que ce soit à l'époque. Tu étais partout, de boulot en boulot, dormant à des heures irrégulières, oubliant des choses. Parce que j'avais 3 boulots, ai-je claqué. Pour rester à flot? Bien sûr, a-t-elle dit, balayant les mots comme s'ils étaient des excuses. Mais c'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu n'étais pas stable. Héloïse a fait ce qu'il fallait pour protéger l'investissement de la famille en toi. Ce n'était pas un investissement. C'était un cadeau qui m'était destiné. Elle a haussé les épaules à moitié. Tu n'en faisais rien de toute façon. J'ai senti quelque chose se briser tranquillement mais complètement. Alors, tu lui as juste donné mon avenir sans me le dire, sans même me demander. J'ai fait ce qui était logique, a-t-elle dit. Ta sœur a toujours eu le sens de l'organisation. Toi, tu essayais juste de survivre. Mes mains étaient serrées maintenant. Et tu as décidé que cela me rendait indigne. Mon père est rentré avec une tasse fumante, pour s'arrêter à l'embrasure de la porte quand il a saisi le ton. Elle t'a aidé, Céline, a poursuivi maman, toujours calme. Tu fais des bêtises. Tu l'as toujours fait. Elle garde les choses en ordre. Elle s'est assurée que ton nom ne soit pas lié à quelque chose d'embarrassant. Mon rire est sorti sec. Tu veux dire qu'elle s'est assurée que mon nom soit lié à tout ce qui lui profitait? Du coin du salon, j'ai entendu une toux. Je n'avais pas réalisé que tante Myriam était là, blottie dans le fauteuil avec un verre de thé. Elle a toujours été dramatique, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de baisser la voix. Je me souviens qu'elle pleurait à Pâques parce que personne n'avait coupé le gâteau à sa façon. Je me suis tourné vers elle, stupéfaite. Tu penses que c'est une histoire de gâteau? Je pense, a interjeté maman. Que tu transformes une décision privée en une accusation publique. Non, ai-je dit, la voix montant. Vous avez fait d'une trahison privée une tradition familiale, et maintenant je suis juste celle qui la met en lumière. Personne n'a rien dit, a finalement parlé papa, la voix basse. Calmons-nous tous. C'est fait maintenant. Pas pour moi, ai-je dit. Je les ai tous regardés. Leur calme, leur confort, leur refus de ressentir de la culpabilité. Ils avaient normalisé mon effacement. L'avaient présenté comme une nécessité, une logique, de l'amour, même. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je restais assez silencieuse, vous finiriez par croire en moi à nouveau, ai-je dit. Mais je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin que vous croyiez en moi. J'ai besoin que vous vous écartiez de mon chemin. J'ai laissé les papiers sur la table, je suis allé à la porte. Personne ne m'a suivi. De retour dans la voiture, le silence semblait différent. Il n'oppressait pas. Il libérait de l'espace. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas écrit dans un journal ou appelé un ami. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé par un tableur. Nom, date, montant, compte. Puis j'ai ouvert un document vierge, intitulé Preuve, usurpation d'identité. Ensuite sont venues les captures d'écran, les relevés imprimés, les demandes notariées. J'ai construit l'ossature d'un dossier. Pas pour les tribunaux, pas encore. Pour moi, pour me rappeler que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé n'était pas un malentendu. C'était un vol.
Et il avait été sanctionné. Il m'avait toujours voulu silencieuse, invisible. Ils allaient voir à quel point je pouvais être bruyante. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là. Entre la numérisation des documents, l'examen des registres financiers et la relecture de chaque moment où ma famille a fermé les yeux, mes nuits se sont transformées en matins gris. J'ai fait mes services, j'ai suivi le mouvement. Mais tout semblait plus terne, comme si mon corps bougeait encore dans la chaleur printanière de Bordeaux, mais que mon esprit avait dérivé quelque part de plus froid. Le jeudi soir, alors que je terminais ma 3e recharge de café au bureau de la bibliothèque, mon téléphone s'est allumé. Grand-mère Athalie. Un appel de sa part arrivait toujours comme un battement de tambour d'un monde plus ancien. Élégant, délibéré, et rarement inattendu. J'ai fixé l'écran pendant 2 sonneries complètes avant de décrocher. « Salut, grand-mère » ai-je dit, gardant ma voix neutre. « Céline, ma chérie » répondit-elle doucement. Je me demandais si tu avais un après-midi de libre ce week-end. Je suis en train de trier les albums de photos de famille et mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'aurais bien besoin de ton aide, a-t-elle ajouté. Et de ta mémoire. Tu te souvenais toujours de qui portait quoi, de qui se tenait où. L'invitation m'a prise au dépourvu. Après tout ça. Je serai là samedi, ai-je dit sans hésiter. Ce matin-là, j'ai quitté mon appartement tôt. Le soleil n'était pas encore agressif, et l'air contenait encore une trace de rosée. Sur la route de son domaine, j'ai répété toutes les versions de la façon dont la journée pourrait se dérouler. Des conversations polies, des questions enfouies dans des sourires, peut-être même une douce excuse glissée dans une pochette de photos poussiéreuses. Mais une partie de moi savait aussi qu'il ne s'agissait pas de photos. Il s'agissait du présent et de ce qui avait été effacé. Quand je suis entré dans l'allée, les colonnes blanches de sa maison se dressaient fermement, projetant de longues ombres sur la pelouse manucurée. Je suis entré, accueilli par l'odeur familière de cire au citron et de sachets de lavande. Sa maison sentait toujours le souvenir. Athalie était assise dans le salon, une vieille boîte en chaîne d'albums photos à côté d'elle, ses lunettes perchées bas sur son nez. Elle a levé les yeux et a souri, du genre de sourire qui n'atteignait pas tout à fait le coin de ses yeux. « Merci d'être venue, ma chérie », a-t-elle dit. Ses vieux doigts n'aiment plus les coins des photos. Je me suis assise en face d'elle, les genoux frôlant la table basse, et j'ai tiré l'album le plus proche vers moi. Il était étiqueté « Réunion de famille 2015 à 2021 ». Nous avons commencé lentement. Anniversaire, barbecue dans le jardin, dîner de fête. Elle posait des questions. Je répondais. Qui était ce garçon avec la cravate de travers? Oh, c'était le fils aîné de Kyle. Et ce chien? Tucker, bien sûr. Puis nous sommes arrivés en 2019. Elle a tourné la page et a montré du doigt. Ça, c'était le brunch de Pâques à Bordeaux. Héloïse venait de redécorer la terrasse. Tu te souviens? J'ai baissé les yeux sur la photo pleine page. Tout le monde était là. Héloïse, ses parents, nos cousins, même tante Jeanne, qui ne voyageait jamais. Mais il manquait quelque chose. Moi. Je me souviens, ai-je dit doucement. Parce que c'est moi qui ai pris cette photo. Athalie s'est arrêtée. Mais Héloïse a dit que tu n'étais pas venue cette année-là. Si, ai-je répondu. J'étais là, derrière l'appareil photo. C'est le jour où elle m'a demandé de prendre des portraits de famille pour qu'elle puisse être sur toutes les photos. Elle a dit, tu n'es pas photogénique de toute façon, Céline. Puis elle a ri comme si c'était un compliment. Les lèvres d'Athalie se sont pressées l'une contre l'autre. Ses mains sont restées figées sur le coin de la page. Nous en avons feuilleté quelques autres. Même schéma. J'étais absente à Thanksgiving, absente au Nouvel An, oubliée dans 3 ans de souvenirs enregistrés. Ça te dérangerait si j'allais chercher de l'eau, ai-je demandé, me levant avant qu'elle ne puisse répondre. Bien sûr, ma chérie. La cuisine n'a pas déménagé. J'ai marché dans le couloir, passé la salle à manger et suis entré dans l'endroit où je volais des biscuits quand j'avais 8 ans. Le robinet grinçait comme il l'avait toujours fait. Après avoir rempli un verre, j'ai remarqué son vieux téléphone à clapet posé dans son socle de chargement sur le comptoir. Cette chose était pratiquement une relique. Il contenait probablement encore des messages vocaux de 2009. Quelque chose m'a interpellé. Intuition ou habitude? Je ne saurais le dire.
J'ai pris le téléphone et navigué jusqu'aux messages enregistrés. La plupart provenaient de pharmacies ou de vieilles amies de l'église. Et puis je l'ai vu. Nouveau message. 8 avril 2021. D'un inconnu. J'ai appuyé sur lecture. Céline, ma chérie, je t'ai laissé le cadeau par l'intermédiaire d'Héloïse. L'as-tu reçu? Appelle-moi. J'espère que ça t'a aidé. Je t'aime. Je suis resté là, figé. Le téléphone toujours à mon oreille. Grand-mère m'avait appelé. Elle m'avait laissé quelque chose. Et je ne l'ai jamais su parce qu'Héloïse ne me l'a jamais dit, parce qu'Héloïse a probablement effacé ce message avant qu'il ne m'atteigne. Je suis retourné dans le salon, le téléphone toujours à la main. Athalie a levé les yeux, surprise. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit, posant doucement le téléphone sur la table. J'ai appuyé de nouveau sur lecture. Le message a rempli la pièce comme un vieux fantôme rentrant à la maison. Elle a écouté en silence, son visage illisible. Quand le message s'est terminé, elle s'est penchée en avant, a refermé le téléphone et s'est rassise. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a dit, « J'ai envoyé ce collier pour ton anniversaire, celui avec l'émeraude. Tu as toujours aimé le vert. » Je ne l'ai jamais eu, ai-je répondu. Elle a dû le garder. Sa main a tremblé légèrement alors qu'elle attrapait son thé, mais sa voix est restée posée. J'ai fait confiance à la mauvaise petite fille, murmura-t-elle. Ce n'était pas dramatique. Pas de halètement, pas de larmes. Juste un aveu tranquille, comme une fissure apparaissant dans le marbre, non visible de loin, mais une fois vue, jamais oubliée. Je n'ai pas insisté. Ce n'était pas le moment. Mais quelque chose a changé dans la pièce. Le genre de changement qui ne déplace ni les chaises ni les tableaux, mais qui déplace la perception. Le cadre avait changé. La version de la famille en laquelle elle croyait avait changé. Les photos que nous avions regardées étaient toujours étalées sur la table, mais maintenant, même elle pouvait voir ce qui avait été découpé. Le silence après les mots de grand-mère a duré plus longtemps que n'importe quel coup de tonnerre. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas frappé la main sur la table, mais le changement était indéniable. La façon dont sa tasse de thé s'est arrêtée en l'air, la façon dont elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit, elle ne doutait plus de moi. Elle ne défendait pas Héloïse, même pas intérieurement. Une fracture silencieuse avait commencé, et elle s'élargissait à chaque seconde. Nous nous sommes assis ensemble dans sa véranda alors que les ombres de fin d'après-midi s'étiraient sur les parquets polis. J'ai proposé de l'aider avec des boîtes de rangement qu'elle gardait cachées derrière le buffet antique. Des boîtes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années, a-t-elle dit. Elle a hoché la tête, puis a ajouté doucement, « Fais attention à la bleue, elle contient de vieux reçus de bijoux et des lettres de l'époque de ton grand-père. » J'ai hoché la tête et les ai portés dans le coin salon près de la fenêtre, où la lumière tombait en un long ruban sur le tapis. La pièce sentait la lavande séchée et le cuir usé. Les favoris de grand-mère. En feuilletant un dossier manie de documents plus anciens, quelque chose a attiré mon attention. Une enveloppe vert pâle, légèrement froissée, avec mon nom écrit dessus de l'écriture distincte de grand-mère. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle était toujours dans la cuisine en train de rincer sa tasse de thé. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un reçu, collier émeraude personnalisé, ma pierre de naissance, commandé et payé en avril 2021. L'adresse de livraison, l'appartement d'Héloïse à Bordeaux. Un poids s'est installé dans ma poitrine. J'ai tenu le papier plus fermement que nécessaire, les doigts s'imprimant dans l'encre délavée. Une deuxième page était agrafée derrière. Une impression de mail de héloïse.ar@gmail.com à athalie.moreau@domainemoro.fr. Sujet, collier cadeau. Ne t'inquiète pas pour Céline. Je lui expliquerai plus tard. Elle est fragile. Il vaut mieux que je le garde pour l'instant. Ma mâchoire s'est crispée. Fragile. C'était le mot qu'elle utilisait pour excuser le vol. Je n'ai réalisé que grand-mère était revenue que lorsqu'elle a parlé doucement derrière moi. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Je me suis retourné. Son visage était pâle, et pour la première fois, elle avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a dit que tu n'étais pas prête pour ça, a-t-elle dit. Que tu traversais une période émotionnelle difficile, que le cadeau pourrait te submerger. J'ai levé le papier. Est-ce que cela ressemble à de la protection pour vous? Ou est-ce que cela ressemble à du contrôle? Elle n'a pas répondu, mais son silence était différent maintenant.
Pas défensif, juste brisé. J'avais 29 ans, ai-je ajouté, je travaillais 3 boulots. Je ne faisais pas une dépression. Je survivais. Et personne ne m'a demandé comment. Elle s'est lentement assise sur le pouf, pressant ses mains sur ses genoux. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux, en faisant confiance à celle qui semblait stable. J'ai expiré plus doucement que la colère en moi ne le méritait. Elle s'est assurée que je reste invisible. Vous lui avez donné le pouvoir et elle l'a utilisé pour me faire disparaître. Grand-mère a fermé les yeux un instant, puis les a ouverts et m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'es plus invisible. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'allais obtenir. J'ai hoché la tête, puis j'ai plié soigneusement le reçu et l'email, je les ai remis dans l'enveloppe et je les glissés dans mon sac. Je me suis levé, j'ai lissé le devant de ma chemise et j'ai dit, je dois passer un appel. Elle n'a pas demandé à qui. Peut-être qu'elle le savait déjà. Dehors, sur la terrasse arrière, j'ai fixé l'horizon un moment, laissant le vent du jardin rafraîchir ma peau. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Céline, sa voix enjouée, comme si elle n'avait pas volé un centime, comme si elle ne jouait pas à la dinette avec mon identité. À quoi dois-je ce plaisir? Tu sais ce que j'ai trouvé, ai-je dit calmement. Un temps, puis un rire. Oh, allons. Ne me dis pas que tu es en colère pour le collier. Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. J'en ai fini. Céline, tu réagis de manière excessive. Je me suis toujours occupé de toi. Toujours. Tu penses que tu serais même debout sans moi? Tu penses que grand-mère t'aurait envoyé quoi que ce soit sans mes conseils? Tu veux dire sans ton filtrage, tes modifications, ta réécriture de qui je suis? Elle a laissé échapper un petit rire. Tu es encore en train de faire des histoires. Non, ai-je dit lentement, délibérément. Je suis clair. Si une autre de mes affaires disparaît, que ce soit de l'argent, du courrier, des souvenirs, je ne t'appellerai pas la prochaine fois. J'appellerai mon avocat. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un ricanement. Tu as toujours eu besoin de quelqu'un pour te gérer, Céline. Je l'ai fait parce que personne d'autre ne le pouvait. Parce que tu t'effondres si quelqu'un ne nettoie pas tes dégâts. Ce n'est pas de la protection, ai-je dit d'un ton égal. C'est de la possession, et je ne t'appartiens pas. J'ai terminé l'appel avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le vent a légèrement changé, apportant l'odeur du jasmin du treillage. Je suis resté là un moment de plus, laissant le calme s'imprégner en moi, maîtrisant la rage qui couvait encore sous la surface. Je lui avais donné une dernière chance. Elle a choisi de continuer à prendre. 2 semaines se sont écoulées, non pas tranquillement, mais avec une sorte de pression lente et délibérée qui m'a forcé à continuer d'avancer. J'ai travaillé. J'ai organisé l'épreuve. J'ai mangé quand je m'en souvenais. Le sommeil venait par fragments. La maison était calme, à l'exception du doux bourdonnement de mon vieux frigo et du tourbillon constant de pensées qui ne me laissait pas tranquille. C'est un jeudi matin que l'enveloppe est arrivée. Pas de courrier recommandé, pas d'avertissement, juste une lettre blanche standard glissée sous la porte de mon appartement comme si c'était un coupon ou un prospectus de supermarché. C'était un avis de dette. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai ouvert le rabat avec des doigts tremblants et j'ai déplié la page. 30 000 € prêtés à mon nom. Ouvert il y a 8 mois. Une deuxième feuille listait l'email associé à la demande. Un que je ne reconnaissais pas, mais je connaissais le style. Héloïse avait toujours cette façon soignée de présenter les choses, même la fraude. L'email était presque identique à celui qu'elle avait utilisé pour un vernissage l'année dernière. J'ai cligné des yeux en regardant la lettre, essayant de comprendre. Puis j'ai lu l'adresse liée au prêt, Bordeaux, son appartement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis changé, j'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti sans me coiffer. Il n'y avait pas de temps pour la vanité. Je me suis garé sur le parking de la Banque du Patrimoine en centre-ville à nouveau et j'ai appelé Marjorie depuis ma voiture. J'avais sa ligne directe enregistrée maintenant. Marjorie Claire, a-t-elle répondu. C'est Céline Quentin, ai-je dit. J'ai encore besoin de votre aide. Elle n'a pas soupiré cette fois. Au lieu de cela, elle a dit, entrez. Je vais vous faire de la place. À l'intérieur du bureau, elle a scanné mes documents, les mains glissant sur son clavier comme si elle brossait la poussière de la vérité. Je lui ai tendu l'avis de dette.
Elle l'a lu, puis a levé les yeux vers moi. Même schéma? Oui. Même adresse, même voix dans les formulaires de demande. Même style. Céline Q. Marjorie s'est penchée en arrière. Vous n'êtes pas la première personne que je vois entrer ici en tenant des papiers comme ça et en se demandant comment son propre nom a pu être utilisé comme une arme. Cette phrase m'a frappé plus fort que prévu. Je pensais que c'était fini, ai-je dit. Je lui ai dit d'arrêter. Je l'ai prévenue. Elle ne vous a pas prise au sérieux, a dit Marjorie. Les gens comme ça ne le font jamais, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre les y force. Ce quelqu'un d'autre, j'ai réalisé, devait être moi. Je l'ai remercié, j'ai tout rassemblé dans un dossier et j'ai traversé la ville en voiture. Pas à la maison, pas chez grand-mère. Cette fois, je suis allé directement au cabinet d'avocat que j'avais cherché 2 semaines plus tôt, mais que je n'avais pas appelé. Son nom était David Hérault. Ses critiques étaient solides. Il avait déjà travaillé sur des cas d'abus financiers, principalement avec des clients âgés qui avaient été trompés par leurs propres enfants. Je me suis dit, peut-être que j'ai enfin ma place quelque part dans ce désordre de confiance trahi. Le bâtiment se trouvait à un coin tranquille, tout en briques et en lierre. La réceptionniste m'a fait entrer après une attente de 10 minutes. David semblait avoir la fin de la quarantaine avec des yeux qui étudiaient tout 2 fois. « Mademoiselle Quentin », a-t-il dit en me serrant la main. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Je me suis assise et j'ai posé le dossier sur son bureau. « Ça, ai-je dit, usurpation d'identité, abus financier, et je sais exactement qui l'a fait. » Il a écouté pendant 30 minutes sans m'interrompre. Quand je lui ai montré le formulaire de procuration avec la signature falsifiée, son sourcil s'est levé. Quand j'ai joué le message vocal de grand-mère demandant des nouvelles du collier, ses lèvres se sont serrées. Quand je lui ai remis l'avis de dette, il s'est penché en avant. « Vous avez un dossier ?» a-t-il dit. « Un dossier solide, surtout si elle a utilisé votre nom sans votre consentement éclairé à des fins lucratives. » Elle l'a utilisé comme un costume, ai-je dit doucement. Elle l'a porté jusqu'à ce qu'il lui serve, puis me l'a renvoyé, taché et déchiqueté. Il a hoché la tête. Nous commencerons par une plainte au civil. Si des poursuites pénales suivent, c'est une autre étape. Mais ça, c'est attaquable. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Mes mains étaient stables, mais mon pouce emballait. Ce n'était plus une querelle de famille. Ce n'était pas un malentendu ou une mauvaise passe. C'était du vol, de la manipulation, et maintenant une action en justice. Quand je suis sorti du bureau et que je suis entré dans le soleil de fin d'après-midi, le poids ne m'a pas quitté, mais il s'est installé. J'avais fait la chose que je n'étais jamais censé faire dans ma famille. Je m'étais choisi plutôt que le silence. J'ai descendu le trottoir, passant devant une mère et sa fille adolescente, riant de quelque chose sur leur téléphone, passant devant une librairie où je ne pouvais pas me permettre de faire des achats quand Héloïse dépensait des milliers d'euros de mon compte, passant devant une boulangerie où je m'étais autrefois tenu dehors, l'estomac gargouillant, essayant de choisir entre de l'essence ou un muffin. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Pas de la même manière. J'étais concentré. Héloïse pensait que je ne le ferais pas. Elle pensait que je bluffais. Elle a toujours cru qu'elle pouvait me surpasser par la parole, par l'éclat, par l'endurance. Mais le truc avec les gens comme elle, c'est qu'ils confondent le silence avec la reddition. Ils oublient que certains d'entre nous ne se battent pas avec le volume. Nous nous battons avec des documents, des délais et une main ferme. J'avais franchi la ligne maintenant, non pas en rébellion, mais en réclamation, et je n'avais pas l'intention de m'arrêter jusqu'à ce que chaque centimètre qu'elle avait volé soit rendu ou brûlé. La plainte venait à peine de prendre son premier souffle que l'invitation est arrivée dans ma boîte de réception. Sujet, un toast à l'amour, célébration familiale. En pièce jointe se trouvait un flyer numérique brillant avec des fleurs pastel, des polices cursives et la photo de fiançailles souriante de ma cousine Mallory. En dessous, dans une police moins décorative, tenue de soirée demandée, famille attendue. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière avant de décider que j'irais. Pas pour être poli, pas pour sourire à travers une autre série de fausses étreintes et de regards désapprobateurs, mais parce que je refusais de laisser mon propre sang m'effacer tout en trinquant et en faisant comme si la pièce n'était pas fracturée en 2. Le samedi soir, je me suis garé de l'autre côté de la rue de la salle de réception, un vieux théâtre rénové en centre-ville transformé en un lieu hors de prix avec des briques blanchies à la chaux et des guirlandes lumineuses suspendues aux poutres. Il faisait déjà nuit, mais la chaleur de l'air collait encore à ma peau. Dans ma voiture,
j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le miroir du pare-soleil. Mes cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Ma robe simple mais élégante. Une robe portefeuille gris ardoise qui ne demandait pas d'attention, mais qui ne se fondait pas non plus dans le décor, exactement comme je l'avais prévu. Je suis sorti et j'ai traversé la rue, mes talons claquant contre le trottoir. Dès que je suis entré, le bourdonnement des rires et la musique d'un quatuor à cordes m'ont frappé d'un seul coup. Des flûtes de champagne, des sols en marbre poli, des parents éloignés souriant à travers des expressions étudiées. J'ai échangé quelques hochements de tête, certains raides, d'autres hésitants, tous sur leur garde. Je suis passé devant tante Myriam, qui m'a toisé et a marmonné, je ne pensais pas qu'elle viendrait. Moi non plus, a répondu quelqu'un d'autre. J'ai continué à marcher. La salle était organisée en îlots. Des tables hautes, des bougies, des bouquets de roses blanches, des plateaux d'amuse-gueule portés par des serveurs qui semblaient trop jeunes pour comprendre que les familles pouvaient se transformer en champs de bataille. Et puis je l'ai vue. Héloïse est entrée 15 minutes après moi dans une robe noire ajustée qui scintillait de paillettes discrètes. Ses cheveux étaient bouclés juste assez pour paraître naturels. À son cou pendait le collier d'émeraude, celui que grand-mère m'avait destiné. Bien sûr. Elle a salué tout le monde comme une politicienne, embrassant les gens qui chuchotaient dans son dos et riant avec ceux qui craignaient d'être dans ses mauvais papiers. Il ne lui a pas fallu longtemps pour atteindre le centre de la pièce. J'ai senti le changement se produire avant de le voir. Le silence subtil, la pause dans les conversations, la façon dont les têtes se sont tournées, les corps ont pivoté, les verres ont été saisis un peu plus fermement. Je l'ai senti dans ma colonne vertébrale. Héloïse a levé son verre. À Mallory et Daniel, a-t-elle dit, la voix cristalline, assez forte pour résonner contre le lustre. Que votre amour soit honnête, stable et jamais mis à l'épreuve par la trahison. Parce que, soyons honnêtes, certaines familles ne survivent pas au procès. La pièce s'est figée. Puis, des rires nerveux ont éclaté dans des coins épars. Quelques parents ont fixé leurs chaussures. Mallory elle-même avait l'air de vouloir se cacher derrière le présentoir à gâteaux. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli, mais à l'intérieur, je brûlais. Je n'ai pas parlé. Pas à ce moment-là. J'ai juste attrapé un verre d'eau sur la table derrière moi, je l'ai siroté lentement, et j'ai laissé le feu se transformer en résolution. Une main a touché mon bras. Je me suis retourné. C'était ma mère. Sa bouche était serrée, ses yeux vifs. Dehors, a-t-elle dit. Nous sommes sortis sur le patio où l'air était plus épais qu'à l'intérieur, lourd de l'odeur du magnolia en fleurs et de la piqûre de la confrontation. Elle n'a pas attendu. Arrête ça maintenant. Arrêtez quoi, ai-je demandé. Ce procès, cette honte. Tu penses que traîner le nom de ta sœur devant les tribunaux va t'apporter quoi? Quelques euros et une famille qui te déteste? Elle a traîné mon nom la première, ai-je dit. À travers les banques, à travers les dettes, à travers le silence. Elle veillait sur toi. Elle veillait sur elle-même. Ma mère s'est approchée, la voix basse. Tu crois que je ne t'ai pas vu échouer encore et encore? Les boulots, les relations, la stabilité. Elle t'a couverte. Elle t'a empêché de t'effondrer complètement. Elle m'a volé. Laisse tomber pour la famille, ou tu n'en auras plus. J'ai ri, sec et soudain. C'est une menace. Elle n'a pas scié. C'est une réalité. Continue comme ça et tu ne seras plus ma fille. Je suis resté là, regardant la femme qui m'a élevé, qui a pansé mes genoux écorchés, qui a préparé mes déjeuners pour l'école, qui me regardait maintenant comme si j'étais une étrangère, non, pire, comme si j'étais le problème. Et j'ai réalisé alors que je n'avais jamais été sa fille de la même manière qu'Héloïse. J'avais été l'obligation, la silencieuse, celle qui ne correspondait pas à leur moule. Alors je suppose que je ne l'ai jamais été, ai-je dit. Je suis retourné à l'intérieur, les talons stables, le cœur battant, mais pas de peur, de clarté. De retour dans la salle, les gens faisaient semblant de continuer à discuter. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil dans ma direction, puis ont rapidement détourné les yeux. J'ai trouvé une chaise vide près du fond et je me suis assise. Héloïse a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Elle a souri narquoisement. Pas moi. Il voulait que je sois embarrassé. Il voulait que je me fasse toute petite. Tout ce qu'ils ont vu, c'est une femme qui ne l'a pas fait. Le vendredi matin, je n'avais dit à personne ce qui s'était passé à la fête de fiançailles.
Pas parce que je les protégeais, mais parce que je le digérais encore. La piqûre des mots de ma mère ne s'était pas estompée. Sa menace, sa trahison, son refus de me voir comme autre chose qu'une complication. C'est resté dans ma poitrine comme un bleu sur lequel on ne peut pas appuyer mais qu'on sent toujours. C'est là que Baptiste a appelé. J'étais en train de trier des documents de cas lorsque le téléphone a sonné. Son nom s'est allumé sur mon écran comme un souvenir que je n'avais pas eu le temps de traiter. Baptiste, ai-je répondu, ne sachant si j'avais l'air surprise ou soulagée. Sa voix était basse, un peu plus lente que d'habitude. J'aurais dû appeler plus tôt, Mademoiselle Céline. Je me suis assise. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est éclairci la gorge. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Je ne pensais pas que c'était ma place. Mais après tout ce bruit dans la famille et après ce que j'ai vu à la dernière réunion, je ne pense plus que le silence soit de la loyauté. J'ai attendu. Je les ai vus, a-t-il dit. Votre mère et Héloïse, en 2021, elles étaient dans le jardin en train de brûler une pile d'enveloppes. L'une d'elles portait votre nom. Je n'ai entendu qu'une partie de ce qu'elle disait, mais je me souviens que votre mère a dit, elle n'a pas besoin de voir ça. Ça ne fera que l'embrouiller. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire à l'époque, a-t-il poursuivi. Mais maintenant, je pense qu'elles vous ont caché plus de choses que nous ne le savions tous. Seriez-vous prêt à le dire à grand-mère, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Oui, madame, a-t-il dit. Elle mérite de l'entendre de quelqu'un qui l'a vue. Nous avons convenu d'un dîner le dimanche. Grand-mère avait déjà invité tout le monde pour un repas formel dans son domaine. Une réconciliation familiale, l'appelait-elle. Mais je savais que c'était plus que ça. Elle traçait des lignes. Elle n'avait juste pas encore fini d'écrire les noms de chaque côté. La soirée est arrivée rapidement. Le domaine brillait sous la douce lumière du printemps. Chaque fenêtre était éclairée comme un phare avertissant les navires qu'ils s'approchaient d'un terrain dangereux. Je suis arrivé tôt. Grand-mère m'a accueilli à la porte, sans étreinte, juste un calme hochement de tête de reconnaissance. Elle avait l'air fatiguée, mais pas faible. Au contraire, elle semblait plus vive que je ne l'avais jamais vue. À l'intérieur, la table de la salle à manger s'étendait, longue et royale, parée d'argenterie et de porcelaine transmise de génération en génération. Des bougies vacillaient dans des appliques. L'air sentait le poulet rôti, le romarin et les vérités non dites. Les invités sont arrivés au compte-gouttes. Grégoire et Valérie sont arrivés ensemble, mon père silencieux comme toujours, ma mère portant une bouteille de vin comme si la présentation pouvait tout arranger. Tante et cousins ont suivi, bien habillés et souriants comme si c'était juste un autre dimanche. Héloïse est entrée la dernière, vêtue de crème, maquillage doux, posture parfaite, le collier toujours autour de son cou comme un trophée. Elle a ri en saluant grand-mère, se faisant la bise comme si rien n'avait changé. Le dîner a commencé lentement. Des conversations banales, des prières marmonnées, le passage des plats. Puis, juste avant la première bouchée, grand-mère s'est levée. Sa voix était calme. Avant de manger, j'ai besoin que quelques mots soient dits. Des vérités, pas des politesses. La pièce s'est tue. Même les enfants ont arrêté de s'agiter. Céline, a-t-elle dit en se tournant vers moi. Voudrais-tu leur dire ce que Baptiste t'a dit? Toutes les paires d'yeux se sont posées sur moi. Je n'ai pas tressailli. Je me suis levé et j'ai parlé simplement. Baptiste a vu ma mère et ma sœur détruire des lettres qui m'étaient adressées, des cadeaux qui m'étaient destinés, et l'une d'elles a dit à l'autre qu'il valait mieux que je ne le sache pas. Ce n'est pas de la spéculation. Ce ne sont pas des oui-dire. C'est un fait. Et ce n'est pas la première fois que quelque chose qui m'était destiné disparaît. Certains membres de la famille ont halté. D'autres se sont penchés en arrière, ont croisé les bras, chuchotant déjà. Baptiste est entré dans la pièce. Il avait attendu juste à l'extérieur comme prévu. Il s'est avancé au centre, a enlevé sa casquette et a dit « J'ai vu ce que j'ai vu. Je travaille pour cette famille depuis 42 ans. Je n'ai jamais dit un mot de travers, mais ça, il fallait que ce soit dit. » Grand-mère s'est tournée vers Héloïse. « Est-ce vrai ?» Héloïse a eu l'air abasourdie, mais seulement pour un instant. Baptiste est vieux. Sa mémoire n'est pas exactement. Ne fais pas ça, l'a coupé grand-mère. Héloïse a vacillé. Je la protégeais.
Céline ne prend pas toujours bien les choses. Tu le sais. La protégée de lettres d'anniversaire a demandé grand-mère. D'un collier? De la gentillesse? C'était compliqué. Non, a dit grand-mère, la voix d'acier. C'est toi qui as rendu les choses compliquées par commodité. Tu as pris ma confiance et tu l'as vendue pour ton propre confort. Tu as manipulé, tu as menti, et tu as tordu l'image de cette famille pour te servir. Personne n'a bougé. Tu ne fais plus partie de cette famille, a terminé grand-mère. Sors. La bouche d'Héloïse s'est entr'ouverte comme si elle voulait argumenter, mais elle n'a pas parlé. Elle s'est tournée vers ma mère, silencieuse. Puis vers mon père, qui regardait toujours ses genoux. Elle m'a regardé en dernier. J'ai soutenu son regard et pour la première fois, elle a scié la première. Puis elle est sortie, ses talons claquant contre le marbre comme le tic-tac d'une horloge qui avait finalement sonné. Le dîner a été silencieux après ça. Les assiettes étaient passées avec des mains mécaniques. La conversation est restée basse, gênée. Mais je ne me sentais pas gêné. Je me sentais lucide. Ils l'avaient tous vu maintenant. Entendu. Ce n'était plus des oui-dire. Ce n'était plus Céline qui faisait des histoires. Ce n'était plus quelque chose à balayer sous le tapis familial. Je me suis assise plus droite. Je n'ai pas pris de verre. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Cela faisait près de 2 mois depuis la nuit où grand-mère s'était tenue à la tête de cette longue table et avait réécrit l'histoire de la famille. Pas avec drame, pas avec fureur, mais avec une seule phrase. Une vérité tranquille lâchée au milieu de décennies de bruit. Depuis lors, la maison était tombée dans le silence. Pas la maison de grand-mère. Cet espace est resté intact, stable, avec ses routines prudentes et sa clarté sans excuse. Non, la maison qui est devenue silencieuse était celle construite sur l'illusion. La structure qu'Héloïse avait construite avec un charme étudié et une ambition froide, soutenue par le silence craintif de ma mère et maintenue par des générations de dénigrements chuchotés. Ce silence nous a suivis partout, dans le fil de discussion familiale qui a cessé de se mettre à jour, dans les chaises vides au brunch du dimanche, dans les espaces où les histoires étaient autrefois racontées sans examen, et finalement, il m'a suivi jusqu'au palais de justice. C'était un lundi matin de juin quand je me suis assise en face d'une greffière du comté, son visage agréable mais fatigué alors qu'elle tamponnait les derniers documents. Le son de chaque seau frappant le papier a résonné plus fort que je ne l'attendais. Chaque coup était une petite rupture, épluchant des années de confusion, de blessures et de manipulation psychologique. Ce n'était pas seulement des papiers. C'étaient des déclarations. Des registres officiels, propres et impitoyables, confirmant la restauration de ce qui m'appartenait depuis le début. Mon identité légale, mon nom, mon crédit, mon autonomie financière, entièrement séparés des documents falsifiés qu'Héloïse avait déposés des années auparavant sous prétexte d'aide, de protection, ou de toute autre justification qu'elle avait inventée à l'époque, tout défait, tout récupéré. J'ai regardé le sceau final s'imprimer, net, sans faille, permanent. La greffière me tendit le dossier. Ce devrait être bon, mademoiselle Quentin. Mademoiselle Quentin. Elle n'avait aucune idée à quel point cela signifiait pour moi. Merci, ai-je dit, glissant les pages dans le même dossier que j'avais transporté à travers chaque consultation, chaque appel tardif, chaque réunion Zoom frustrante où j'essayais de démêler un récit que quelqu'un d'autre avait écrit en utilisant mon nom. Dehors, devant le palais de justice, le ciel était d'un gris doux, pas sombre, juste couvert, comme si le monde avait repris son souffle. La brise soufflait doucement, me frôlant alors que je sortais dans la rue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré pleinement, profondément pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Ce nouveau chapitre, c'était le mien. Pas celui de grand-mère, pas celui d'Héloïse, pas celui de quelqu'un d'autre. Le mien. J'avais déménagé du studio en ville peu de temps après l'audience. Trop de fantômes dans ces murs. Des factures de services publics impayées, des textos sans réponse, des nuits tardives passées à manger des crackers sur le sol pendant que quelqu'un d'autre utilisait mon crédit pour acheter du champagne et des robes de chambre en soie. Le genre d'endroit où même les ombres savaient que je ne me sentais pas en sécurité. Mon nouvel appartement se trouvait en bordure du comté, niché derrière une rangée de duplex usés par le temps et des parterres de fleurs sauvages qui s'épanouissaient sans demander la permission. Des planchers qui craquent, une terrasse étroite, une boîte aux lettres qui coince. Mais c'était à moi. Chaque centimètre carré choisi,
signés et payés en mon nom propre. Plus de comptes partagés, plus de signatures falsifiées, plus de faveurs déguisées en loyauté familiale. J'ai déballé lentement au cours d'une semaine. Pas de précipitation, pas de délai. Le dernier jour, j'ai ouvert une boîte marquée au personnel, celle que j'avais repoussée le plus longtemps. À l'intérieur, j'ai trouvé le cadre photo, celui de ce brunch de Pâques, celui qui était autrefois vide. J'avais finalement imprimé une nouvelle copie, une où j'étais réellement dans le cadre, sur le côté, prise en plein rire, les cheveux balayant mon visage, flou, mais réel. Pas poli, pas posé, juste la preuve que j'avais existé à ce moment-là. Je l'ai glissé en place et je l'ai posé sur l'étagère à côté de mon exemplaire usé de Jane Eyre et d'un bocal rempli de verre de mer d'un voyage que j'avais fait seul des années auparavant. Certaines choses pouvaient être remplacées, d'autres non. Il y avait des lettres de grand-mère que je n'avais jamais reçues, interceptées sans aucun doute par Héloïse. Des anniversaires passés sans carte. Des appels téléphoniques qui ne sont jamais venus. Des conversations entières qui n'existaient que dans l'esprit de personnes qui n'avaient pas pris la peine de m'inclure. Et puis il y avait ma mère. La version d'elle en laquelle je croyais autrefois. La protectrice, l'atterrissage en douceur, la femme qui murmurait un jour « j'avais tort » dans le silence du deuil. Cette version n'a jamais existé. Du moins, pas pour moi. Et pourtant, la vie a une façon de vous surprendre. Cet après-midi-là, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver Athalie, calme, posée, tenant une petite boîte enveloppée dans du papier brun. Ses yeux étaient doux mais stables. « Je ne resterai pas longtemps », a-t-elle dit. Je me suis écarté et elle est entrée comme elle l'avait toujours fait, gracieuse, comme si ses chaussures n'osaient pas érafler le sol. Elle m'a tendu la boîte. À l'intérieur se trouvait le collier d'émeraude, le vrai, toujours niché dans sa pochette en velours d'origine, intact par le temps ou les mensonges. Je n'ai jamais pu te le donner correctement, a-t-elle dit. Je suis désolé d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Je l'ai regardé. Je ne suis pas la même fille à qui vous le destiniez. Elle a souri doucement. Mais tu es toujours la bonne femme pour le porter. Nous n'avons pas parlé longtemps. Nous n'en avions pas besoin. Quand elle est partie, je me suis assise sur le canapé et j'ai tenu le collier dans ma main, le laissant capter la lumière de la fenêtre. Il scintillait faiblement. Rien de bruyant, juste présent. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu une carte par la poste. Pas d'adresse de retour, mais je reconnaissais l'écriture. Papa. À l'intérieur se trouvait un seul message. Je te vois maintenant. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. Si jamais tu veux parler, je suis là. Je ne savais pas si j'appellerais, mais j'ai gardé la carte. Cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain. Pas de filtre, pas de musique dramatique en arrière-plan. Juste moi. Les mêmes yeux, la même bouche, la même femme qui avait été autrefois négligée par sa propre famille. Mais cette fois, plus grande, plus droite, intacte, marquée. Oui, mais marquée ne voulait pas dire brisée. Marquée signifiait avoir survécu. J'avais postulé pour un poste de bibliothécaire à temps plein à la succursale locale la semaine précédente. Ils m'ont rappelé pour un deuxième entretien. J'avais changé les serrures de mon nouvel appartement, mis en place les services publics à mon nom, acheté un nouvel agenda. C'étaient les petites choses qui ressemblaient à une victoire, pas une vengeance, jamais une vengeance, une réclamation, la paix, la dignité, le récit qu'il m'avait pris, tordu mon nom, utilisé abusivement mon identité, remodelé mon histoire jusqu'à ce que je la reconnaisse à peine. Mais il ne m'avait pas brisé parce que je m'étais accroché à la seule chose qu'il n'avait jamais vu venir, ma voix. Et cette fois, je l'utilisais. Certaines tempêtes ne viennent pas du ciel. Elles viennent de nos propres maisons. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que le silence n'est pas toujours de l'amour, et que la loyauté ne signifie pas se laisser maltraiter. Parfois, protéger ce qui est juste signifie se tenir seul, même contre les personnes qui vous ont élevé. Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix et la famille? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire puissante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires de vengeance de la vie réelle et de voyages familiaux émouvants.